Kevin. Merci beaucoup, Susanna. Je vous souhaite la bienvenue où que vous soyez. Je m'appelle Kevin Cheguet. Je vais brièvement vous présenter donc, notre projet MIRA. Donc, le projet s'intitule la résilience d'Internet et nous avons essayé de définir le terme de résilience Internet que nous pouvons utiliser pour le projet. Et la définition que nous avons est donc, pour la résilience d'Internet, la capacité de fournir et de maintenir un niveau acceptable de service, quels que soient les défis auxquels nous faisons face. Donc, pour l'Afrique, nous faisons face donc à une dégradation des services, des difficultés de connexion et de vitesse de téléchargement. Et donc, à travers notre projet, nous avons essayé de comprendre quelles étaient les causes principales de cette dégradation et de recueillir aussi l'expérience de différents pays africains en matière de services Internet. L'Afrique est composée de 55 pays et les expériences véritablement varient d'un pays à l'autre. Dans le cadre de notre projet, nous avons essayé de constater quelles étaient ces différences. Nous avons donc mis en place le projet MIRA, ou mesurer la résilience de l'Internet de concert avec l'Afrinic. Nous avons donc utilisé des méthodes de mise à l'échelle pour pouvoir mesurer la résilience d'Internet et ensuite ventiler les informations par pays. Donc, il s'agit de présenter les informations de la façon la plus simple qui soit. Il s'agit donc de voir où se trouve la résilience en Afrique et ensuite comprendre quelles sont les difficultés. Donc, vous avez ici l'équipe qui a mis au point la méthodologie de MIRA. Vous voyez moi-même dans cette équipe, Amrish. Nous avons également le Dr Ahmed El Mokashi, le Dr Josiah Chavula, qui va également présenter son exposé aujourd'hui, et Dr Hassan. Donc, tous ces individus que vous voyez là donc, ont permis de façonner notre projet. Nous avons également bénéficié de l'appui d'un certain nombre d'étudiants qui nous ont permis de ventiler un certain nombre de données. Amrish en parlera davantage. Et je parlerai aussi donc, des appareils actifs que nous utilisons pour procéder à la mesure dans différents pays africains. Nous avons donc bénéficié de l'appui pour ce faire de Dieudonné Munganga, qui est consultant, ainsi que Henok Sisay. Je souhaiterais saisir cette occasion pour remercier l'équipe de MLab. Nous avons un représentant de MLab Team ici qui s'appelle Chris et qui pourra donc s'exprimer un peu plus tard. Et c'est donc cette équipe qui nous a permis de procéder aux différentes mesures. Donc, nous avons prévu aujourd'hui donc de traiter du rôle de l'Afrinic, le projet MIRA. Donc, Arthur, Josiah, Amrish donc prendront la parole. Je vais donc maintenant accorder la parole à Arthur qui fera son exposé concernant le rôle de l'Afrinic. Merci beaucoup, Kevin. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, où que vous soyez dans le monde. C'est un véritable plaisir pour moi que de participer à ce webinaire. Je vais partager mon écran afin que vous puissiez suivre mon exposé. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui. Merci. Donc, je m'appelle Arthur Karindal et je suis à la tête donc, du département pour la mobilisation des parties prenantes au sein de l'Afrinic. Donc, brièvement, je vous présenterai ce que l'Afrinic fait. Donc, l'Afrinic a été créé en 2005 et c'était d'abord un répertoire africain pour Internet dont le siège se trouve en Maurice. Nous avons plus de 1900 organisations membres donc, de cette Afrinic. Nous avons donc procédé à l'enregistrement
de l'IPv4 et l'IPv6. Nous collaborons avec bon nombre d'organisations telles que l'ISOC et d'autres sur différentes initiatives pour améliorer le niveau d'Internet en Afrique. Donc, parlons brièvement de la collaboration entre l'Afrinic et l'ISOC Afrique. Donc, l'ISOC et l'Afrinic ont travaillé ensemble de façon assez étroite au cours des dernières années pour améliorer l'accès et la connectivité d'Internet sur le continent africain. L'année dernière, ces deux institutions donc, ont conclu un accord afin d'œuvrer pour promouvoir la recherche, la mesure d'Internet, le renforcement de capacités et autres. Maintenant, dans le cadre donc, de MIRA, nous ne faisons que concrétiser cet accord conjoint passé entre l'Afrinic et l'ISOC. Maintenant, pour parler davantage donc, du projet MIRA, MIRA, comme Kevin l'a déjà indiqué, est un projet conjoint entre ces deux organisations afin d'évaluer les capacités de chaque pays en Afrique à fournir un véritable moyen de connectivité ou de connexion Internet à tout moment, parce que c'est quelque chose qui avait l'air défaillant, où il a été difficile de véritablement évaluer la qualité d'Internet dans chaque pays africain. Donc, le projet MIRA a un champ d'application très clair. Il s'agit tout d'abord de recueillir et d'analyser les données qui permettront de déterminer les niveaux actuels de la résilience d'Internet dans les pays africains. Il s'agit donc de la première activité. Ensuite, nous essayons d'appuyer les pays en Afrique à développer une meilleure infrastructure de mesure d'Internet à travers donc un certain nombre de points d'observation que l'on appelle POD MIRA et qui sont actifs en Afrique. Ensuite, il s'agit de pouvoir faciliter la visualisation des données pour tous les utilisateurs à tous les niveaux. Ceci comprend les techniciens, les ingénieurs, les chercheurs et autres. Maintenant, pour ce qui est donc de l'opportunité qu'apporte MIRA pour les autorités réglementaires et les gouvernements africains, nous avons constaté qu'il était nécessaire de procéder à une mesure de la performance des secteurs de la technologie, de l'information et de la communication. Les gouvernements et les autorités réglementaires ont besoin de comprendre quelle est la qualité du service et de pouvoir la mesurer. Donc, MIRA permet justement de faire ce travail parce que MIRA permet au gouvernement d'aider à tracer ou à suivre la résilience d'Internet au niveau national. Et MIRA peut également constater si les utilisateurs et les consommateurs bénéficient du service pour lequel ils ont payé. Donc, ceci est très important pour les décisionnaires. Il s'agit de permettre aux décisionnaires d'avoir les informations exactes en Afrique parce qu'autrement, il est difficile d'obtenir des informations concrètes. Souvent, on n'a que de simples estimations. Et donc, grâce à MIRA, l'on peut faire en sorte que des informations soient produites sur le continent africain afin d'éclairer la prise de décision au plus haut niveau du gouvernement. Et ceci est très important. Donc maintenant, comment l'Afrinic appuie-t-elle l'ISOC Afrique? Donc, l'Afrinic fournit un appui technique, un appui logistique à l'ISOC Afrique.
nous fournissons également l'accès à différents forums que nous organisons, tels que l'African Internet Summit ou le sommet africain pour Internet, et aussi la mise en relation avec notre communauté. Nous avons également d'autres projets qui impliquent le gouvernement concernant la mesure d'Internet. Donc, c'est une possibilité pour l'ISOC Afrique justement de traiter de cet aspect de la mesure de l'Internet. Donc, c'est ainsi que nous pouvons collaborer. Et c'est pourquoi nous utilisons le terme de Mira comme un verbe, à savoir nous devons Mira ensemble. Donc, il s'agit vraiment de créer cette collaboration, cette connexion pour passer à l'étape supérieure. Et ainsi, nous pourrons véritablement stimuler et accélérer la transformation numérique et l'économie numérique sur le continent. Je vous remercie de votre attention. Je vais donc vous redonner la parole, Susanna. Merci beaucoup, Arthur. Nous avons ensuite Josiah Chavula. Mais avant cela, nous allons lancer un sondage. Un sondage donc, qui s'adresse à tous les participants et nous voulons savoir quelle est votre expérience dans le cadre de cet événement. Je vais donc lancer ce sondage et je vous demanderai de bien vouloir y répondre. Donc, nous avons 5 questions. Donc, la première question est de quel lieu vous connectez-vous à Internet de façon générale? Est-ce que c'est de chez vous, de l'école ou du lieu de travail? La deuxième question est quelle est la technologie que vous utilisez donc, pour vous connecter à Internet? Et vous avez les différentes options, fibre, 3G, 4G, ADSL. Troisième question, pour quelles raisons utilisez-vous Internet la plupart du temps ou à quelle fin? Donc, est-ce que c'est pour consulter les médias sociaux, pour visionner des vidéos ou pour le commerce électronique? Quatrième question, est-ce que vous avez parfois des difficultés lorsque vous utilisez Internet? Et là, vous pouvez répondre oui, fréquemment, oui, occasionnellement ou jamais. La cinquième question, la dernière donc, est-ce que vous avez déjà fait face à des services Internet dégradés ou de mauvaise qualité ou la lenteur de votre connexion d'Internet? J'espère que vous avez tous pu répondre à ce sondage. Et dans ce cas, je vais y mettre fin. Pour la première, nous avons maintenant les résultats. Donc, la plupart d'entre vous vous connectez de votre domicile. Ensuite, vous utilisez plutôt la fibre. Vous utilisez aussi donc, le visionnage des vidéos ou le streaming. Et occasionnellement, vous avez des difficultés à avoir accès à Internet et occasionnellement, vous faites face donc à un service médiocre ou de mauvaise qualité en matière d'Internet. Voilà. Nous allons poursuivre. Je vais accorder la parole à Dr Josiah Chavula, qui va donc nous présenter un exposé sur le projet Mira. À vous, Josiah. Merci beaucoup, Susanna. Je remercie l'ISOC et l'Afrinic pour avoir organisé ce webinaire et je suis ravie de faire partie de ce projet Mira et également d'être parmi vous afin de vous faire part de ce que nous faisons dans le cadre de notre projet.
Je suis ravie également que nous ayons lancé le sondage auquel vous venez de répondre pour comprendre exactement à quoi ressemble votre connexion Internet, votre expérience en matière de services, que ce soit la médiocrité ou les difficultés de connexion. Donc, et c'est exactement pour cette raison que nous avons décidé de lancer ce projet Mira. Plusieurs régions en Afrique sont hors ligne parce que parfois il y a eu des ruptures de câbles ou des incidents. Une simple rupture peut justement anéantir l'accès à Internet et c'est pourquoi nous nous sommes concentrés sur la résilience. Savoir comment l'Internet peut surmonter ce type de difficultés et de défis. Ces difficultés qui frappent l'ensemble parfois du continent africain ainsi que les FAI. C'est pourquoi il a été important pour nous d'étudier ce phénomène et de voir comment les différents pays africains s'en sortent ou arrivent à surmonter de telles difficultés. Je suis de l'Université du Cap, mais une partie de ma carrière est au sein de Afrinic et je suis ravie de continuer à travailler avec l'ISOC concernant ce projet. En guise d'introduction, d'aperçu général, nous sommes en général intéressés par le niveau de résilience au niveau pays, voir comment chaque pays se porte en matière de résilience. Mon collègue Amresh va un petit peu parler de comment on pourrait définir les matrices tout en considérant les variables spécifiques qui mesurent la résilience. Mais nous allons prendre en considération chaque pays et nous allons voir si la résilience des ISP, si on peut obtenir cette valeur, ce serait très important. Avoir également des informations concernant les infrastructures critiques et de leur résilience, comme le courant électrique, les systèmes de fibre optique, et nous allons un petit peu rentrer dans les détails. Ensuite, on va parler de la résilience du marché. Je suis désolée, un petit peu de bruit de là où je suis. Je crois qu'il y a des réparations en cours. Ce travail a été divisé comme suit pour mieux gérer le travail et pour mieux collaborer. Comme Kevin l'a mentionné, nous travaillons avec Afrinic ainsi qu'avec ISOC, moi-même avec l'Université du Cap, du laboratoire Simula, ainsi que de l'Université Carnegie Mellon. Nous avons réparti ce travail en 7 parties. Je vais un petit peu parler des 4 travaux en cours. Le premier va être présenté par Kevin, mais je vais quand même mentionner de quoi il s'agit. Le premier travail concerne surtout le déploiement de l'infrastructure de mesure. Nous déployons ce que nous appelons des mirapods, qui sont des machines qui permettent d'entreprendre les mesures. Le déploiement de ces machines dans différents pays pour mesurer différents réseaux est en cours et Kevin va en parler un petit peu en détail un peu plus tard. Ensuite, le groupe de travail 2 s'agit le développement du cadre pour arriver à déterminer l'index de la résilience. Il s'agit d'avoir une série de données, les matrices, et voir comment on pourrait les combiner pour arriver à une valeur qui serait
considéré comme un indice. On pourrait combiner ces variables pour arriver à trouver l'index approprié. Et on va en discuter un petit peu en détail plus tard. L'autre groupe de travail sur lequel nous n'avons pas vraiment avancé est le groupe de travail 7, le travail final avec lequel la plupart des utilisateurs finaux vont interagir. Il s'agit du tableau d'émargement, les données qui permettent d'explorer les données, les séries de données avec les API, les IPA avec ces données pour l'utilisation d'autres applications, et Kevin va en parler un peu plus tard également. Je vais donc me concentrer sur les autres groupes de travaux pour l'instant. Alors, le premier groupe de premier groupe de travail est les Mirapods. Pourrait peut-être en train de vous demander pourquoi on est en train de déployer ces machines alors qu'il y a des plateformes qui permettent de mesurer Internet. Une chose auquel nous avons réfléchi est que l'indépendance et la flexibilité est très importante. Nous voulons avoir une infrastructure qui pourrait être consolidée pour assurer ces types de mesures, et des mesures spécifiques requièrent une sorte de campagne de mesures pour répondre aux objectifs de résilience que nous avons au niveau continental. Nous voulons avoir quelque chose que nous voulons contrôler, améliorer. C'est également une machine assez simple qui ne consomme pas beaucoup de courant électrique. Dans les maisons où les volontaires sont en train de brancher ces machines. Nous utilisons également des systèmes pour appuyer ce déploiement. Je pense que Chris va un petit peu parler des outils MLab, NDT et d'autres tests. Ensuite, nous gérons la plateforme à des endroits différents en utilisant une plateforme en ligne appelée Balena. Ceci nous permet de créer de nouvelles mesures qui seront déployées vers ces pods et qui vont être utilisées facilement et qui est très utile pour le travail que nous entreprenons. Les données vont être disponibles directement de ces machines, de ces pods. Mais nous allons en discuter un petit peu durant la session questions-réponses. Ensuite, groupe de travail 3, il s'agit, pour moi, l'une des choses la plus importantes pour étudier la diversité et la résilience de notre réseau est ce point. Nous sommes tout d'abord penchés sur la diversité des routes physiques et nous considérons ceci à 3 niveaux. Tout d'abord, nous examinons l'infrastructure physique, la voie physique utilisée par le réseau Internet. Nous allons étudier les systèmes de fibre optique, les stations d'atterrissage, les points d'échange, les IXP. Nous allons donc faire un travail de cartographie pour géolocaliser les systèmes et les câbles de fibre optique, et nous allons essayer d'avoir une sorte de matrice par pays et voir combien de câbles passent par un pays, voir combien de points existent, combien d'IXP existent dans un pays donné. Ceci nous permet de comprendre la diversité des routages physiques qui existent dans un pays donné ou dans une région. Ensuite, nous allons utiliser ces données pour faire
un exercice de cartographie, une topologie logique pour voir l'interconnexion entre les IXP. Différents réseaux se connectent et échangent le trafic. Cet échange est dénommé le lien logique entre ces IXP. Nous voulons donc comprendre comment différents ISP sont interconnectés, voir la diversité des liens logiques entre les ISP, entre les pays. Et ensuite, si nous pouvons cartographier ceci en matière de typologie physique, ceci nous permettra de comprendre la diversité entre les ISP, des ISP dans les pays. Par exemple, si tous les ISP dans un pays utilisent les mêmes câbles, la même voie physique, si cette voie est interrompue, cela veut dire que tout le pays peut souffrir d'un arrêt Internet d'un seul coup. Donc, l'utilisation d'une seule voie peut être une indication d'une résilience faible. Voilà ce que nous essayons de cartographier pour essayer de voir si on pourrait quantifier tout cela. Nous allons également examiner le potentiel d'étranglement ou de points d'étranglement. Et pour cela, la disponibilité de fournisseurs de services détermine ceci. Pour bénéficier d'une connexion au niveau mondial, tout dépend du fournisseur de services, l'unique fournisseur de services. Et si ce dernier encourt des problèmes, et si cet ISP si ce fournisseur de services décide d'arrêter ses services ou a été sollicité par le gouvernement de faire quoi que ce soit, il n'y a plus d'option de rendre Internet disponible pour le reste de la société. Ensuite, une fois que nous avons examiné la diversité, nous voulons voir mesurer la performance du réseau avec des mesures actives, y compris l'utilisation des mirapodes, et mesurer de façon activement ceci pourrait supposer, par exemple, de mesurer la connexion Internet de chez les personnes en faisant les mesures DNS, mesures de latence, etc., pour voir le niveau de performance de la connexion Internet dans un pays donné. Nous allons agréger ces séries de données et nous allons faire la comparaison avec d'autres séries de données. Là, on pourrait voir le nombre de tests qui sont entrepris par les utilisateurs en utilisant les différents logiciels de test. Ensuite, nous allons examiner comment le trafic local demeure local dans chaque pays. Nous allons mesurer, par exemple, le contenu local dans chaque pays en faisant des mesures actives pour voir le niveau d'accès de ce contenu au niveau local. Par exemple, par voie locale ou par voie internationale. Nous allons obtenir des chiffres très intéressants à analyser. Ensuite, nous allons examiner l'interférence des sites web et voir s'il y a des interférences qui existent, que ce soit au niveau des ISP, au niveau peut-être dû à l'interférence du gouvernement. Et si nous examinons que le niveau d'interférence est élevé, on pourrait qualifier qu'il y existe des problèmes importants dans le pays en matière de connectivité Internet.
Nous allons donc adapter ces méthodologies au niveau pays pour déterminer le niveau d'interférence. Ensuite, dans le groupe de travail 4, nous allons faire le même travail que le groupe de travail 3, mais en mettant l'accent sur l'accès à la connexion Internet en utilisant les téléphones portables, que ce soit par téléphone portable ou des fournisseurs de services mobiles. Nous allons mettre l'accent sur cet aspect, mener une campagne pour entreprendre des mesures actives, collecter les données des téléphones portables et assurer le lien avec les séries de données que nous avons déjà obtenues pour voir ce qui se passe. Il en va de même avec les autres fournisseurs de services et voir le niveau de connexion ou d'accès qui demeure au niveau local. En matière de résilience, DNS, c'est une partie très importante d'Internet. Il faut tout d'abord examiner le niveau d'infrastructure au niveau pays. Nous examinons la fiabilité et en particulier, nous allons mesurer la résilience du CCTLD et voir à quel niveau ils réagissent au niveau topologique et géographique. Il y a des serveurs qui existent dans différents lieux géographiques et nous allons essayer de développer des matrices basées sur la cartographie entreprise. Nous allons également faire une étude sur DNSSEC, l'adoption de DNSSEC et l'utilisation en termes de l'utilisation de DNS. Nous faisons un test pour l'adoption de la sécurisation du DNS, le DNS et l'utilisation du protocole HTTPS, etc. Et ceci pour faire un travail régulier en matière de DNS. J'aimerais mentionner que nous avons des outils de mesure que nous allons déployer avec Miraprop. Et tout cela va nous permettre de continuer à faire les mesures et lancer des méthodologies de test adaptées pour collecter ces données afin que ces chiffres soient disponibles pour nous et pour les analyser. Nous notons qu'avoir Mirapod permet d'avoir ces mesures et de les déployer de façon flexible un peu partout. Très bien. Ensuite, nous avons les pipelines des données. Toutes ces données que j'ai mentionnées vont être collectées et vont être utilisées de par un centre ou un pipeline. Ensuite, Kevin va d'ailleurs en parler. À part les mesures quantitatives que je viens de mentionner, nous voulons également examiner ces données du point de vue qualitatif. Nous avons fait ce travail auparavant et nous allons le faire également à l'avenir en entreprenant des analyses qualitatives, en posant des questions aux utilisateurs. Certaines des questions ont été posées au début de cette session et nous allons essayer si les utilisateurs ont des coupures de courant d'Internet et utiliser ces informations afin de déterminer l'index de résilience pour chaque pays.
Voici de façon générale que nous faisons. Je serai très ravie de discuter de ces points durant la session questions-réponses. Nous avons également une étude qui a été rédigée, les collègues l'ont mentionné un peu plus auparavant. C'est un document disponible en français, en anglais et en espagnol. Je vais m'en arrêter là et je suis prêt à accepter vos questions. Si vous voulez continuer la conversation, mon adresse est indiquée sur cette diapositive. Si jamais il y a des personnes qui participent ici et qui sont en train de faire leurs études en master, la plupart de ces projets sont très intéressants pour des étudiants à votre niveau, dans vos pays. On pourrait toujours voir comment on pourrait collaborer avec vous sur des travaux pareils et essentiellement au sein de ces groupes de travaux. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Josiah. On vous demande de partager les liens dans la boîte à discussion, s'il vous plaît. Si vous avez des questions à poser, utilisez l'option Q et R, questions et réponses qui se trouvent en bas de votre écran pour noter votre question et nous tâcherons d'y répondre. Il nous reste une dernière présentation donc, qui sera donnée par Amrish. Ensuite, nous pourrons passer à la session de questions-réponses pour passer ensuite à une autre série d'exposés et une dernière session de questions-réponses. Amrish, c'est à vous. Excusez-moi. Vous allez parler donc des indicateurs et de l'indice de résilience d'Internet. Merci, Susanna. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, où que vous soyez. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous et de vous parler d'un aspect essentiel du projet EMIRA. Donc, il s'agit de l'élaboration d'un indice de résilience. Très bien. Donc, il s'agit de créer un indicateur, des indicateurs qui enrichiront l'indice de résilience d'Internet. Nous allons commencer par la définition de cet indice. Donc, l'indice de résilience d'Internet est un indicateur composite qui permet de mesurer la performance d'un pays en procédant à une comparaison des différents piliers essentiels de la connexion d'Internet. Donc, de quoi avons-nous besoin pour établir cet indice? Comme mon collègue l'a indiqué, au bout du compte, les utilisateurs veulent bénéficier d'une bonne connexion. Un Internet qui soit abordable, facile à utiliser. Les usagers ont besoin d'avoir un accès régulier à Internet sans qu'il y ait trop de perturbations, que ce soit volontaires ou accidentelles. Vous avez bon nombre de cas où il y a justement ces perturbations accidentelles comme les ruptures de câbles ou d'autres donc qui ont lieu assez régulièrement en Afrique, où il y a d'autres aussi perturbations volontaires où au moment des élections, au moment de certains examens, le gouvernement coupe Internet. Après, vous voulez avoir une connexion qui soit suffisamment rapide ou avoir du haut débit. Par exemple, aujourd'hui, pour pouvoir participer à ce webinaire, vous devez avoir une connexion assez rapide, avoir du haut débit. Vous devez avoir au minimum la 4G sur votre téléphone ou 10 mégaoctets par seconde si vous utilisez votre ordinateur portable. Et vous savez que ceci n'est pas chose donnée dans toutes les régions d'Afrique. Bon nombre de personnes ont des difficultés et ont justement 2 mégaoctets par seconde au lieu de 10. Ensuite,
Il est important d'avoir une connexion illimitée et qui soit accessible, qui soit abordable, surtout lorsqu'il faut donc suivre une formation ou étudier. Si vous faites partie de ceux qui suivent l'enseignement à distance, il est important aussi d'avoir un bon appareil, justement, qui vous permette de mieux saisir Internet. Donc, l'accès régulier, le haut débit, une connexion illimitée, donc sont les trois piliers essentiels sur lesquels nous nous sommes penchés. Ensuite, il existe différents types de défis. Vous avez donc des perturbations d'Internet avec, comme vous le voyez sur l'image, la rupture, l'endommagement du câble. On peut citer l'exemple donc des câbles sous-marins, donc où les Seychelles justement, les Seychelles donc ont souffert de certaines perturbations puisque certains navires justement étaient responsables de l'endommagement de ces câbles donc qui sont sous mer. L'autre aspect de la résilience est lié également à l'accès à l'électricité. Comme vous le savez, dans bon nombre de pays d'Afrique, l'accès à l'électricité de manière continue reste un véritable défi. Mes amis en Afrique du Sud pourront justement vous parler donc de ces perturbations de l'électricité depuis près de 2 ans et qui deviennent assez compliquées. Donc, pour établir un indice, d'abord, l'indice nous permettra donc d'identifier la situation d'un pays. Nous avons donc défini 4 piliers pour appuyer cet indice, 11 dimensions et 30 indicateurs. Donc, avant de créer un indice, il faut d'abord vérifier si un indice similaire existe déjà. Nous avons vu qu'il y avait un indice sur la connectivité cellulaire, ainsi que d'autres types d'indices, mais il n'y a pas un indice qui se focalise sur justement les fondements de l'Internet. Les éléments constitutifs d'Internet donc, sont ceux que je vous ai cités, donc les 4 piliers que nous avons pu identifier. Le premier donc est l'infrastructure et nous avons 3 dimensions: l'écosystème des câbles, la connectivité mobile ou portable et l'infrastructure propice. Nous avons ensuite la performance qui est le deuxième pilier. Et donc, il s'agit de comprendre quelle est la performance dans différents pays. Et en s'appuyant en fonction de cette performance, il s'agit donc, encore une fois, donc des réseaux fixes et réseaux mobiles. Donc, il s'agit de vérifier la vitesse de téléchargement, la latence. Et nous savons que même si vous avez une forte capacité, une forte latence, il est important de savoir comment bien l'utiliser. Donc, la vitesse et la latence sont donc toutes les deux essentielles pour la performance, pour mesurer la performance. Nous avons également un pilier qui traite donc des technologies favorables comme l'IPv6, l'HTTPS ainsi que d'autres technologies en matière de sécurité aussi. Vous avez un autre aspect important également donc, de ces technologies et qui est l'écosystème de DNS. Donc, l'écosystème de DNS est très complexe et nous devons avoir quelques indicateurs pour pouvoir mesurer cet écosystème et vraiment comprendre comment il fonctionne. Ensuite, donc, la santé, entre guillemets, du routage. Il s'agit de voir si le routage dans un pays est plutôt défaillant ou performant. Et ensuite, nous avons les menaces à la sécurité. Donc, les spams ou les différents dangers. Et il s'agit donc de comprendre à quels dangers les pays sont exposés
surtout lorsque ces pays ne suivent pas les pratiques optimales en matière de sécurisation du routage. Enfin, on ne peut pas avoir d'Internet résilient si le marché lui-même n'est pas assez résilient. Donc, il s'agit de voir quelle est la structure du marché pour voir si cette structure du marché donc, est propice à la résilience d'Internet. Et ceci donc, a des incidences directes sur le système et peut le fragiliser. L'autre aspect donc, de l'écosystème et du marché donc, est lié à la localisation du trafic. Donc, les usagers veulent avoir accès plus facilement au contenu et faire en sorte donc qu'il soit à proximité. Et il faut aussi comprendre donc dans quelle mesure la bande passante internationale est utilisée donc pour que les usagers aient accès à un certain nombre de contenus sur Internet. Donc, je viens de vous présenter les piliers et les dimensions. Maintenant, comment procédons-nous à la sélection des données? Donc, vous avez de multiples indicateurs, près d'une centaine parmi lesquels choisir. Mais le but est de créer un indice qui soit suffisamment solide et pérenne donc bien sûr vous avez donc certains pays donc de l'Union européenne, de l'OCDE donc qui ont atteint un stade assez avancé et qui ont donc déjà établi un ensemble de critères. Et donc nous nous sommes appuyés sur cet ensemble de critères. Ensuite, il s'agissait de voir quelles étaient les données empiriques et les méthodologies que nous pouvons reproduire. Donc, nous n'avons pas voulu trop nous fier à des données qualitatives, donc à savoir les données propres au service. Nous avons constaté qu'il y avait une certaine subjectivité lorsqu'il fallait donc établir la qualité du service. Donc, cet indice, l'indice de la résilience d'Internet, s'appuie donc sur des indices préexistants. Vous avez notamment l'indice de développement du gouvernement, du développement électronique du gouvernement, ou le e-Government Development Index. Et donc, nous avons 4 critères principaux. Le premier est lié à la pertinence. L'indicateur doit être en mesure de nous indiquer s'il y a une augmentation ou un déclin donc, de la résilience d'Internet. Il doit également s'agir d'un indicateur qui permet d'avoir des données exactes. Ensuite, le troisième critère concerne la couverture. Et enfin, nous devons avoir des indicateurs donc réguliers qui sont régulièrement mis à jour afin d'être les plus récents au possible. Nous ne pouvons pas prendre d'indicateurs qui ont été établis il y a 10 ans pour les appliquer à notre situation d'aujourd'hui. C'est ridicule. Donc, le premier pilier, comme je l'avais déjà indiqué, concerne l'infrastructure. Pour l'écosystème des câbles, il s'agit de voir, par exemple, le nombre de passerelles internationales. Par exemple, si un pays, si donc le câble est sectionné, il doit pouvoir donc utiliser donc d'autres routes, donc une connexion satellite par exemple, pour que la connexion ne soit pas interrompue. Ensuite, il s'agit de voir quel est le pourcentage de la population donc, qui bénéficie de la fibre de 10 km.
Il y a également la question de la disponibilité de l'électricité, qui est un aspect important, comme je l'ai déjà indiqué. Ensuite, pour ce qui est de la connectivité mobile, donc il s'agit de la 3G, 4G. Et donc, la source pour ces données est le GSMA. Donc, le GSMA a fait bon nombre de recherches dans ce domaine. Ensuite, il s'agit de voir donc, si les chiffres ont augmenté. Ensuite, pour ce qui est du pilier donc, de la performance, donc, nous avons Ookla, donc, qui est open source et qui permet donc d'avoir accès à un certain nombre de données. Sur différents points géographiques d'un pays. Donc, nous avons utilisé Ookla donc, pour les données. Il s'agit donc d'une plateforme qui dispose de plus de 10 000 serveurs, presque tous les pays dans le monde sont englobés et des millions de tests sont effectués chaque année. Maintenant, pour ce qui est donc de la technologie propice et de la sécurité. Donc, il s'agit de voir si les sites, par exemple, ont la mention HTTPS, donc qui précède leur adresse. Ensuite, il s'agit de voir aussi dans quelle mesure la validation DNSSEC est utilisée au niveau du pays, calculée en pourcents. Et également l'adoption donc par les CCTLD. Ensuite, Manners a mis en place une série d'indicateurs pour pouvoir déterminer la sécurité du routage, donc que ce soit en termes de filtrage, de coordination, de validation globale, que ce soit pour l'IRR ou le RPKI. Ensuite, concernant les menaces à la sécurité, donc il s'agit de voir le nombre de serveurs sécurisés qui sont utilisés. Il y a également donc un indice global sur la cybersécurité, donc qui dispose lui-même de bon nombre de composantes assez intéressantes et vous indique au niveau national si la cybersécurité est assurée. Vous avez également donc le problème donc des spams. Et c'est l'un des indicateurs justement qui peut fournir des informations pour chaque pays en matière donc des menaces opposées à la sécurité d'un pays donné. Enfin, nous avons la structure du marché. Donc, sous la structure du marché, il s'agit de voir à quoi ressemble l'abordabilité. Donc, avoir une bonne connexion, c'est une bonne chose, mais il est important aussi qu'elle puisse être accessible pour tous, qu'elle ne soit pas trop coûteuse. Ensuite, il s'agit de se pencher sur la concentration du marché. Donc, voir quels sont les réseaux donc, qui constituent ce marché pour comprendre s'il y a concentration ou non. Et également, voir s'il existe donc si tous les opérateurs sont sur un même pied d'égalité. Et enfin, la localisation du trafic, donc qui est l'une des dimensions associées donc, du pilier sur le marché. Par exemple, l'efficacité de l'appairage. Donc, les systèmes autonomes en pourcentage,
le contenu local, ainsi que l'indice justement e-Government Development Index. Donc, une fois que nous avons toutes ces données, j'ai indiqué donc, que nous avons 30 indicateurs. Donc, quelle est la prochaine étape? Donc, tout d'abord, nous sélectionnons les données, les indicateurs, mais il faut surtout s'assurer donc que ces données et ces indicateurs sont disponibles. Donc, pour chaque pays étudié, donc il est important que chaque pays dispose de données sur au moins 75% des indicateurs, ou au moins la moitié des indicateurs sous chaque pilier, donc pour que cet indice donc, soit révélateur. Ensuite, donc, il s'agit de voir si certaines données sont manquantes, si donc, nous pouvons utiliser des estimations ou d'autres sources. Essayer d'extraire donc les données d'autres sources. Certaines données donc, qui sont à notre disposition peuvent être manque de fiabilité ou d'exactitude. Donc, il est important de faire très attention face à ce type de données car ceci faussera le résultat donc, de votre indice. Et parfois, donc, les indicateurs doivent être, les données doivent être donc transformées. Ensuite, il y a l'étape de normalisation, donc, car les indicateurs sont parfois à différentes échelles et utilisent différentes unités de mesure. Donc, c'est l'exemple du nombre donc, de IXP. Donc, c'est juste d'avoir un score de 0 à 100. Et une fois que nous avons normalisé les données, nous passons ensuite à la pondération et à la ventilation. Il y a différentes techniques. Par exemple, vous pouvez utiliser l'analyse de la composante principale qui est essentiellement dans la corrélation entre les différents indicateurs et basé sur ceci, on peut pondérer et ainsi compenser sur d'autres indicateurs. Mais la façon dont nous avons décidé de procéder est d'adopter une approche qualitative. Essentiellement, chaque membre ou chaque segment de l'Internet dispose des aperçus différents concernant la résilience Internet. Et un décideur politique a un point de vue différent. Une autre personne aurait un autre point de vue. Alors, basé sur ces opinions, nous allons pondérer les données, comme vous le voyez dans ce tableau. Et basé sur les opinions qui sont exprimées, nous allons changer les pondérations. Finalement, il s'agit d'agréger les données. Il y a beaucoup de techniques utilisées, soit vous les additionnez, vous multipliez par le poids assigné, et ceci basé sur le type de données et voir si l'indicateur va bénéficier d'une agrégation géométrique ou arithmétique avec l'utilisation de coefficients. L'indice final va être entre 0 et 100. Nous ne voulons pas seulement se focaliser sur l'indice. L'idée ici est d'assurer la navigation entre les dimensions et les indicateurs. Par exemple, un réseau pourrait être, un propriétaire de réseau peut être intéressé par mesurer la résilience. Et là, il serait peut-être important de ranger les pays. La chose la plus importante serait, par exemple, de voir les défis qui existent, comment
comment l'adoption d'une technologie pourrait améliorer la qualité des indices. Nous avons commencé à collecter des données, comme je l'ai mentionné, en utilisant ces différents indicateurs. Malheureusement, nous ne sommes pas vraiment prêts à vous montrer un résultat final. Par exemple, là, ce sont des données qui indiquent des données normalisées en haut et des données qui ne sont pas normalisées en bas. Nous avons utilisé la technique de normalisation normale. Vous pouvez voir quels sont les pays qui pourraient être victimes d'une menace quelconque. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions durant la session questions-réponses. Je vous remercie. Merci, Amresh. Nous allons maintenant passer à une session questions-réponses. Il y a déjà des questions dans la fonctionnalité questions-réponses, mais si quelqu'un parmi vous souhaiterait poser des questions, vous êtes la bienvenue. Est-ce que vous voulez d'abord répondre aux questions qui sont posées dans la section questions-réponses? Alors, première question, que voulez-vous dire par indicateur de pertinence qui démontre? Est-ce que cela démontre l'augmentation, la diminution de la résilience d'Internet? Est-ce que cela peut être utilisé par des clients de services Internet dans chaque pays sélectionné? Que se passe-t-il dans chaque pays? S'agit-il des utilisateurs finaux? Lorsque je parle de pertinence, je parle d'une sélection d'une série de données qui pourraient contribuer au modèle que nous sommes en train de construire. Il y a différents indicateurs qui pourraient être sélectionnés. Par exemple, si vous prenez l'exemple de l'index de connexion de la téléphonie mobile, il y a différents indicateurs, mais pas tous les indicateurs sont utiles pour avoir l'index de résilience Internet. On doit sélectionner les indicateurs qui sont pertinents au modèle que nous sommes en train de construire. Dans notre cas précis, nous nous focalisons sur un aspect précis. Vous voulez ajouter quelques points sur cela? Il y a une autre question de Paul et une autre de Toair. Alors, question de Paul. Comment pourrait-on qualifier d'un pays comme étant résilient, mais un grand pourcentage de la population manque d'accès du fait de l'abordabilité de la connexion Internet via la téléphonie mobile ou la bande passante? Est-ce que vous avez considéré d'ajouter le pourcentage de la population ayant accès à la bande passante abordable, que ce soit par téléphonie fixe ou mobile ou à la maison? Voilà, nous parlons ici de l'abordabilité, de la disponibilité d'Internet, mais il faut également penser à la qualité de la connexion Internet. Un indicateur pourrait indiquer la disponibilité et l'autre la qualité. C'est là où on sera capable de déterminer une sorte d'agrégation. C'est une question très intéressante. Nous allons incorporer ceci dans notre modèle. Comment pouvons-nous participer au sein de Mira en tant qu'individu? Kevin, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Oui, très bien. Amresh,
Je vais parler de ceci dans ma présentation. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux commencer par ma présentation et ainsi je vais répondre à la question qui vient d'être posée. Y a-t-il d'autres questions? Dans le cas contraire, nous allons continuer avec la présentation de Kevin. Et n'oubliez pas que nous avons une autre session questions-réponses suite à la présentation et vous aurez la chance de poser vos questions. À vous la parole, Kevin. Merci beaucoup, Susanna. Je vais faire une présentation concernant les mesures actives. Amresh a parlé des indices et des sources de données que nous utilisons pour noter les pays en matière de résilience. Nous voulons compléter tout cela en matière de mesures actives. Nous utilisons Raspberry Pi pour mesurer et nous gérons ces matériels et nous les gérons en utilisant balena.com. Raspberry Pi a été développé par MLab et ce client peut entreprendre des tests différents. Au sein de Raspberry Pi, il y a des parties qui permettent d'entreprendre les mesures actives tout en accroissant le nombre de serveurs sur lesquels vous voulez entreprendre les tests. Ensuite, Raspberry Pi dispose d'une mémoire de 4 GB et c'est quelque chose que nous allons explorer de façon à pouvoir accroître le nombre de mesures que nous allons faire. Nous allons à l'heure actuelle 24 probes et ici vous avez la liste des pays qui sont concernés et le nombre de pods qui sont disséminés par pays et dernière colonne, les ISP qui sont mesurés. Ces pods sont connectés dans des réseaux, soit dans des locaux, dans des maisons, et ces machines sont préconfigurées et une fois que vous les installez, ceci va vous mener sur la plateforme Balena et les données vont être collectées au niveau de cette plateforme. Au Zimbabwe, nous avons mis à confirmer puisque la machine n'est toujours pas branchée. D'ici demain ou la semaine prochaine, j'espère que nous allons obtenir des informations concernant le nombre des ISP mesurés au Zimbabwe. Deux tests sur 7 serveurs en Afrique. Je vais vous expliquer comment nous faisons des tests. Raspberry Pi sont des machines clients qui sont liées au serveur MLab qui mesure la rapidité de la connexion. Nous faisons 6 tests par jour pour essayer d'avoir une sorte de moyenne. Nous ne voulons pas faire le test lorsque quelqu'un est à la maison ou lorsque le réseau marche bien, mais nous voulons faire le test à différents moments de la journée pour avoir un chiffre qui est lié à la réalité. Le test PIN indique le moment requis pour entreprendre la communication entre le serveur et cette machine et ainsi faire le test. En ce faisant, nous voulons agréger les données une fois que nous avons connecté les machines Raspberry, les Raspberry Pi, et en utilisant les questionnaires, nous pouvons collecter des informations. Nous faisons également des tests de visualisation, à savoir faire des graphiques tout en vérifiant le processus. Ce travail ne sera pas
le dernier travail de visualisation, mais nous allons faire ce travail sur ISOC Pulse. Mais c'est notre objectif final pour collecter les données et visualiser les données. Alors, voici la structure de connexion. Les RPI sont connectés au service cloud. Ensuite, il y a le BigQuery qui est connecté au studio Google. Voici un résultat et du type de données que nous recevons des Raspberry Pi qui est contenu dans le fichier JSON. Il y a une matrice ici, Murakami Network, où vous avez la vitesse du réseau, le pays, le moment où le test a été fait. Nous avons une variété de liens. Nous avons des liens de fibre optique. Dans ce pays spécifique, le type il s'agit d'une connexion 4G, c'est d'ailleurs au Burkina Faso, lié à un lien IPS. Là, vous pouvez voir la valeur du téléchargement. Ces chiffres sont dus, par exemple, à la fluctuation de la vitesse due à l'utilisation de l'Internet du réseau 4G. Ce tableau de bord illustre les données que nous avons pu obtenir et on peut voir les mesures qui sont faites dans les différents pays, voir par exemple la rapidité des mesures entre à Nairobi et à Ouagadougou, entre l'Afrique du Sud et l'île Maurice. On a pu obtenir des informations très intéressantes que nous sommes en train d'analyser. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de données qui sont disponibles. C'est un processus continu et nous essayons de raffiner en utilisant le système GSC et mettre ceci sur ISOC Pulse. Nous avons actuellement 7 serveurs, 7 laboratoires au Burkina Faso et à l'île Maurice, lancés par le projet MIRA et d'autres au Kenya, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Madagascar et en Tunisie. Nous pouvons voir que lorsqu'un test est fait d'un serveur dans un pays donné à d'autres, quelquefois nous avons de bons résultats, des fois non. Ceci montre que l'ISP fonctionne très bien et que l'ISP est connecté à ce réseau précis. Nous allons continuer à raffiner ces données de façon à pouvoir obtenir beaucoup plus de données, voir combien d'ISN sont présents, la qualité de l'ISP, la connexion à l'ISP et l'analyse au niveau des points d'échange. Disons qu'il y a un lien de fibre optique. Si le lien est à 10 MPS, on peut dire que la performance au niveau du pays est bonne. Mais si le test est fait au niveau des serveurs en dehors du pays, les résultats sont un petit peu faibles. Comme je l'ai mentionné, nous avons une solution temporaire. Cette année, nous allons faire l'agrégation nous-mêmes. C'est un grand changement. Et nous avons la possibilité de contrôler comment l'agrégation est faite et comment les données sont présentées. On peut ajouter également d'autres types de tests. Voici les 3 que nous avons identifiés, que nous allons lancer récemment. Le premier est le test de téléchargement des fichiers, des CDN. Il s'agit d'inclure ceci en tant que matrice, voir la performance du SDN et comment ceci s'applique à l'audience du pays.
nous allons faire un téléchargement de fichiers, faire des mesures DNS et ainsi faire des contenus, le test à travers RIPE Atlas, un test RIPE. Et c'est pour cela que nous voulons avoir notre propre infrastructure de test afin d'être flexible en matière de tests que nous voulons faire au niveau de l'enquête. Nous sommes en train de lancer ceci au niveau des chapitres de l'ISOC. Nous espérons être beaucoup plus agressifs, mais ce projet a été lancé en 2019. Nous voulons adopter une approche beaucoup plus agressive en travaillant avec les chapitres et nous voulons déterminer la communication, comment se passe la communication entre les meneurs d'enquête et les studios. Par exemple, on pourrait déterminer le niveau de communication lorsque l'enquête est en ligne et l'enquête est hors ligne. J'espère que tout cela sera possible à l'avenir. Quelques étapes. Alors, une chose qui a été présentée par Amresh, la finalisation de l'automisation de l'indice de la résilience Internet. Nous voulons compléter ce travail avec les mesures actives que je viens de mentionner à travers MIRA. Nous voulons également faire des mises à jour périodiques avec le groupe de travail le groupe qui travaille sur les mesures. On pourrait faire des travaux supplémentaires dans ce domaine. On devrait également continuer à améliorer avec les clients. Les laboratoires devraient avoir d'autres possibilités. Et je vais maintenant inviter Chris qui va vous parler du client Murakami. Excusez-moi, il me semble que j'ai été... En attendant, donc Kevin a déjà parlé de bon nombre de choses, donc j'ai juste à mettre en avant certains aspects qui n'ont pas encore été mentionnés. Je vais partager donc mon écran avec vous. Donc merci de m'avoir invité, cher Kevin et Amrish. Je m'appelle Chris Rizzo, je travaille pour donc le Measurement Lab. Nous avons fait déjà des recherches préliminaires, un travail de coordination et aussi l'implication de la communauté. Faciliter l'accès donc à nos outils, à nos plateformes et à nos données pour donc les chercheurs qui le souhaitent. Donc, Measurement Lab est une initiative conjointe donc, entre Code for Science Society, Google et ainsi que d'autres partenaires. Il s'agit donc de créer un répertoire ouvert donc, qui est alimenté par les utilisateurs, longitudinal et open source. Donc, Measurement Lab a été créé en 2008
afin de répondre à la question suivante. Comment pouvons-nous mesurer la performance d'Internet à différentes échelles? Donc, différents outils ont été mis au point donc, pour procéder à cette mesure. Donc, notre équipe principale donc, est issue donc, du personnel de Code for Science and Society. Nous avons un bon nombre de contributeurs, comme je l'ai déjà indiqué. Nous avons Google, nous avons Mozilla. Et donc, il s'agit d'apporter un appui donc, à la performance de la recherche sur Internet et d'autres infrastructures. Donc, pour répondre à certaines des questions qui ont été posées dans le chat, donc à quoi ressemble l'infrastructure et quels sont les services de mesure. Donc, si ceci vous intéresse, si vous souhaitez savoir où nous nous situons dans le monde, vous avez donc la page donc, measurementlab.net status, donc qui vous montre où nous hébergeons un certain nombre de serveurs. Donc, vous voyez sur la carte, donc, qui sont hors ligne. Nous avons un centre de données chaque emplacement qui est physique et dispose de 4 serveurs. Et dans d'autres régions du monde, nous essayons d'avoir donc des pods qui permettent justement d'héberger un certain nombre de serveurs. Et Kevin a traité des emplacements en Afrique, donc vous les avez ici sur la carte. Comme indiqué, nos tests sont effectués donc dans nos propres laboratoires. Et donc, il s'agit d'héberger donc des expériences ou des tests donc de mesure open source. Et à l'avenir, nous espérons donc ajouter d'autres éléments. Comme indiqué, nous sommes donc, nous opérons hors ligne. Donc, nous n'opérons pas comme Ookla. Ookla, qui est donc une plateforme en ligne. Bien sûr, s'il y a des chercheurs ou des développeurs parmi nous, vous pouvez donc consulter notre plateforme qui facilite donc les différents tests. Les 3 tests principaux que nous avons à l'heure actuelle sont donc le NDT, comme Kevin l'a déjà mentionné. Nous avons également Dash, donc, qui est un lecteur de vidéo et qui est maintenu par Simone Basso. Qui est donc maintenu par Northeastern University. Il est important de faire la distinction entre Ookla, donc, qui est assez populaire, il s'agit de mesurer l'accès au réseau local. Vous procédez aussi au test donc NDT. Donc, nos tests permettent donc de mesurer l'impact des interconnexions entre les FAI et les autres partenaires. Donc, concernant les questions posées par rapport à Murakami, donc MLab est une plateforme à contribution participative qui est intégrée dans Google Search. Donc, si vous faites une recherche sur Google pour chercher un speed test, donc vous avez d'abord une intégration DNDT et ces données ne sont pas
compréhensible sans qu'il y ait donc d'autres techniques ou d'autres aspects associés donc au crowdsourcing. Et c'est pourquoi il faut faire la distinction. Donc, vous avez des analyses géographiques donc, qui peuvent être limitées. Nous avons aussi les données NDT et d'autres types de données, donc des tests pour tout type de connexion et tout type d'appareil. Il s'agit de compléter le travail donc, des big data. Lorsque l'on recueille donc, des données comme MIRA, donc, nous nous focalisons donc sur des volumes moins importants, la collecte de nouvelles données. Et il s'agit aussi donc de supprimer les défis dans l'analyse de ces données à travers une normalisation. Murakami est donc la réponse de MLab donc, au travail de la collecte de données. Donc, Murakami est un programme de logiciel donc, qui opère des mesures, qui fournit des mesures automatiques à partir d'un ordinateur rattaché à un réseau, connecté à un réseau. Donc, les volets principaux sont les données normalisées, ainsi que donc, des mesures automatiques, aléatoires et récurrentes. Vous avez donc un côté aléatoire. Donc, si vous voulez faire des tests plusieurs fois dans la journée, vous aurez donc cet aspect aléatoire donc, qui sera appliqué. Et bien sûr, de multiples méthodologies donc, de mesure. Actuellement, Murakami a été... Donc, tout test donc, open source peut être appuyé par cet appareil NDT, Dash du MLab, ainsi que les différents tests donc, uniques ou multiples donc, d'Ookla. Et qui sont donc tous liés donc, à ce système de test. L'autre élément essentiel est que nous avons donc pris les résultats des différents types de tests que nous proposons dans différents domaines. Et on peut avoir donc les métadonnées des utilisateurs. Donc, ce sont des métadonnées qui peuvent être ensuite utilisées par les chercheurs. Il s'agit de faire en sorte donc, que les métadonnées concernant les tests et les résultats donc, sont également disponibles. Et l'autre concept de Murakami, donc, il est possible d'exporter les différents tests, donc à unité de stockage de Google par exemple, ou être enregistré dans un autre appareil. Donc, il s'agit d'un format portatif, disons, de ces données et de l'analyse donc de ces données et les résultats qui en émanent. Vous pouvez consulter donc le lien qui se trouve sur la diapositive pour avoir plus d'informations. Nous avons ici donc un schéma donc, qui représente le flux des données. Je pense que nous avons déjà mentionné cela auparavant. Donc, les appareils de mesure de Murakami passent donc par le Balena Cloud. Ensuite, donc, il s'agit d'utiliser donc des prototypes et d'ailleurs, nous nous chargeons de développer certains prototypes. Donc, quelle est la suite pour Murakami? Comme Kevin l'a indiqué, nous appuyons donc Mira et je pense que ceci a été une expérience très utile. Nous avons appris les uns des autres. Donc, il y a certains éléments que nous avons pu ajouter à Murakami, donc, qui pourront être utilisés par Mira. Et donc, l'idée est que
si MLab n'est pas présent dans un pays donné, il peut y avoir donc certains échanges. Donc, l'on peut mettre en place un serveur NDT à travers donc les pods Miera et procéder donc aux différents tests si besoin est. L'idée aussi donc de tests multiples qui peuvent être effectués. Nous avons donc plusieurs séquences qui sont utilisées par jour. On va avoir donc une liste de pays, une liste de régions, de provinces au sein d'un pays, donc qui peuvent être ciblées par ces tests. Si un système a été mis en place donc pour importer automatiquement les données. Et donc, nous voulons appuyer le travail des chercheurs essentiellement et de projets similaires au projet Miera. Nous envisageons l'intégration donc du logiciel RIPE à travers les sondes. Je vais m'arrêter là. Merci, Chris. Donc, nous arrivons vers la fin de notre webinaire. Donc, c'était le dernier exposé. Je vais donc maintenant accorder la parole à Susanna pour le mot de la fin. Merci, Chris, pour cet exposé très intéressant. Nous avons dépassé le temps qui nous a été imparti, mais il nous reste encore quelques minutes pour les questions. Donc, si vous avez des questions à poser, veuillez lever la main. Vous pouvez éventuellement les rédiger sous l'onglet Q&A, donc questions et réponses qui se trouve en bas de votre écran. Je vais vous accorder 1 minute pour le faire si vous le souhaitez. S'il n'y a pas de questions, est-ce que peut-être les orateurs souhaitent ajouter quelque chose, partager des informations supplémentaires avant de conclure? Pour ma part, je souhaiterais remercier les chapitres de l'ISOC et qui ont donc hébergé certaines des sondes et qui ont donc permis d'avoir un certain nombre de mesures et de raffiner donc notre travail. Je souhaiterais, donc pour les chapitres qui souhaiteraient héberger une sonde, veuillez donc contacter le responsable donc de votre chapitre qui nous contactera à son tour et nous nous occuperons de tout. Merci. Très bien. Dernière opportunité pour poser des questions si vous le souhaitez. Autrement, nous allons en rester là. Je souhaiterais remercier tous les orateurs ainsi que les participantes et participants. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant Miera, n'hésitez pas donc à consulter les différents liens qui ont été partagés dans la boîte à discussion. Nous contacter directement. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir et prenez soin de vous. À la prochaine. Merci. Recording stopped.